Avec les équipes, ils constatent qu'il manque un certain bijou, qu'il y a quelque chose de très louche avec ce client. Elle s'est quand même fait 3000 € de bénéfices. Dans cette vidéo, plusieurs de mes abonnés qui travaillent pour les plus grandes enseignes du luxe m'ont raconté leurs pires expériences avec des clients. Et petit changement dans cette série, c'est qu'on n'est plus seulement sur des anecdotes en boutique de luxe, mais aussi dans d'autres secteurs du luxe, et ça c'est complètement fou. La première expérience, c'est celle d'une de mes abonnées qui souhaite rester anonyme et du coup, pour les besoins de la vidéo, on va l'appeler Eva. Eva nous raconte qu'elle travaille chez Hermès au service maroquinerie. Si t'as pas déjà compris, c'est Eva qui vend les Birkin. Eva nous explique que malgré le fait qu'Hermès soit une maison qui fasse rêver beaucoup de clients, en tant que conseiller de vente, c'est un métier qui est quand même assez éprouvant. Déjà dans un premier temps, pour placer le contexte avant d'expliquer son histoire, Eva commence par nous donner des petits insights sur la maison Hermès. Eva nous explique que chez Hermès, tous les matins, il y aurait un briefing avec le manager qui servirait tout simplement à attribuer les sacs les plus prisés aux meilleurs clients. En gros, selon Eva, la priorité va toujours aux clients qui dépensent le plus. Eva continue en disant que le reste des sacs qu'ils ont reçus dans la journée sont attribués aléatoirement ou pas aux clients qui ont rendez-vous ce jour-là dans la boutique Hermès. La validation d'un rendez-vous arrive vraiment une fois sur 10 000. D'ailleurs, en parlant de rendez-vous, Eva nous confirme dans son message que malgré le fait qu'ils aient le droit de plaider la cause d'un client qui n'a pas forcément un bon historique d'achat, c'est-à-dire qui n'a pas dépensé énormément, ça reste toujours le manager de la boutique qui a le dernier mot. Donc même si Eva a une très bonne affinité avec un client qui n'a pas forcément fait beaucoup de dépenses dans la boutique, il faut aussi que le manager soit d'accord pour vendre ce sac-là à ce 10 clients. Concernant son anecdote la plus troublante, Eva nous raconte qu'un jour un client est arrivé en boutique en lui demandant la possibilité d'acheter un Birkin cargo pour sa femme. Au cas où tu connais pas, le Birkin cargo, c'est un Birkin avec plusieurs poches devant, c'est ce qui fait justement qu'il ait une spécificité. En plus, il me semble qu'il est seulement en tissu et du coup ça donne un look beaucoup plus sport au sac, mais ça reste un sac qui est très rare. On l'a vu énormément sur Cardi B. C'est un sac qui est quand même très compliqué à avoir pour placer le contexte. Forcément, devant sa demande, Eva vérifie l'historique d'achat du client et elle constate qu'il est un client quotidien chez Hermès et qu'il a déjà acheté pas mal de choses. Elle explique qu'elle voit de la joaillerie, des linges de lit, du prêt-à-porter, des chaussures, etc. Enfin bref, le client rêvé chez Hermès. Eva poursuit son histoire en nous expliquant que malgré son super bon historique d'achat, au moment où il est passé en boutique, malheureusement, ils n'avaient pas de Birkin cargo, ce qu'elle n'a pas trouvé très surprenant puisque c'est un sac qui est assez difficile à voir. Elle explique à ce moment-là au client que c'est un sac qui est très compliqué à voir, mais qu'elle le rajoute à sa wishlist et que dès qu'elle aura un sac, elle le contactera. Le client lui explique qu'il comprend, il quitte la boutique, Eva retourne à ses occupations, sauf que le lendemain, le client revient en boutique en demandant à Eva d'acheter une sélection d'articles, une jolie montre, des chaussures, de la vaisselle aussi, si bien qu'en partant, ils avaient dû l'escorter pour pouvoir mettre tous les articles dans sa voiture. Et bien évidemment, il n'a pas du tout parlé du Birkin cargo pendant tout le moment où elle l'a aidé, sauf avant de partir où il lui a dit « Pensez bien à me rappeler quand vous aurez le Birkin cargo ». Elle explique qu'elle savait très bien qu'est-ce que le client cherchait à faire, mais comme il jouait le jeu, ça lui a pas posé de problème. Quelques temps plus tard, le fameux Birkin cargo arrive en boutique. Forcément, comme c'est un très bon client, Eva explique qu'elle avait mis en tête de liste, elle fait valider avec sa manager, ça passe évidemment et elle appelle son client. Elle précise quand même que quand Hermès passe un coup de fil pour prévenir un client qu'un sac est arrivé, c'est toujours très évasif. Ils vont jamais dire quelle couleur, quel modèle, etc. Sauf cas exceptionnel si le client est en déplacement, s'il vit dans un autre pays pour pas le faire quitter un pays pour rien. Mais si c'est un client local, généralement l'appel c'est bonjour, la boutique Hermès, j'ai un sac à vous proposer, est-ce que vous pouvez passer, à quelle heure? Eva explique que le client il est très emballé, qui lui dit qu'il viendra le soir même avant la fermeture de la boutique. À son arrivée, c'est le protocole habituel. Eva demande au client de vérifier ses informations et elle explique que au moment de vérifier l'adresse email, c'est là que l'histoire commence à clocher et qu'elle commence à avoir la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose de très louche avec ce client. En fait, lorsque le client lui donne son adresse email, quand Eva vérifie dans le fichier client, elle constate que c'est pas du tout la même adresse email. Du coup, à ce moment-là, elle ne dit rien. Elle lui demande juste de le répéter une deuxième fois, elle revérifie et elle voit que c'est toujours pas la même adresse email. Et elle explique que ce style de détail attire énormément l'attention de Hermès parce que c'est une marque qui est très convoitée et qui a beaucoup d'arnaques. Quand elle voit cette nouvelle adresse email, par précaution, Eva passe à l'arrière-boutique, elle fait une nouvelle recherche à partir de cette adresse mail et avec la nouvelle adresse mail du client, elle trouve un tout nouveau fichier client avec des articles complètement différents, un nom et prénom complètement différents. Donc là, elle commence à se poser pas mal de questions et elle sent un truc vraiment pas net. Elle prévient sa manager qui lui demande de mettre en stand-by la vente et elle nous explique que quand une vente est mise en stand-by et qu'ils ont déjà appelé un client, ils lui proposent autre chose. Étant donné que l'appel téléphonique aurait été très évasif, le client ne peut pas savoir que c'était un Birkin cargo et il se dit tout simplement que la conseillère de vente a pensé qu'il aimerait autre chose. Au lieu de proposer le Birkin cargo au
client. Elle lui propose d'acheter un picotin, chose qu'il décline, mais elle sent qu'il est quand même assez déçu. Eva continue en nous expliquant que environ 2 heures après son départ, elle reçoit un email donc de ce même client lui demandant s'il était finalement possible d'acheter le picotin qu'elle lui avait présenté, en expliquant qu'il était toujours en attente du Birkin Cargo. Sauf que Eva est encore plus troublée car l'adresse email avec laquelle le client a envoyé cet email ne correspond à aucune des adresses mail qu'il a données. C'est une toute nouvelle adresse mail encore. Donc Eva se retrouve avec un client qui a 3 adresses mail et quand elle tape dans son fichier client, elle tombe sur une toute nouvelle fiche, tout en sachant que les noms de famille ne correspondaient pas, c'était des clients complètement différents, et elle se rend compte que cette dernière fiche avec cette dernière adresse email correspond à un client qui a été blacklisté. Elle explique d'ailleurs qu'elle voit sur l'historique d'achat énormément de sacs achetés dans un court laps de temps. En gros, elle nous explique qu'il n'y a rien d'illégal en soi quand un client est blacklisté, mais que généralement un client se retrouve blacklisté quand il considère que c'est un revendeur. Ce client, il profitait du turnover qu'il y avait dans la boutique. À chaque fois qu'il y avait un nouveau conseiller de vente, etc., il faisait des petites rondes. À chaque fois, il passait par un conseiller de vente différent et il a profité à chaque fois des failles ou de la vulnérabilité de chaque conseiller de vente pour pouvoir se créer des fiches différentes, tout en sachant qu'une de ces fiches a été blacklistée. Eva explique que c'est comme ça que la boutique pense qu'il a fait son coup. En tout cas, Hermès a vraiment l'habitude avec les revendeurs. Pour le cas de ce monsieur, ils étaient quasiment sûrs que c'était un revendeur parce qu'il avait plusieurs fiches différentes, parce qu'il se trompait d'email. En tout cas, ce monsieur n'a donc jamais réussi à avoir son Birkin Cargo. Deuxième histoire, c'est celle d'une de mes abonnées qu'on va appeler Léa. Léa nous explique qu'elle travaille chez Chanel au siège et que chez Chanel, comme beaucoup de maisons de luxe, ils ont un avantage qui est très prisé dans le secteur du luxe. Ce sont tout simplement les ventes privées du personnel. Les ventes privées du personnel, ce sont des ventes qui sont réservées au personnel où tu peux trouver tous les articles de la maison de luxe pour laquelle un employé travaille. Si par exemple c'est un groupe comme le groupe LVMH, les employés qui travaillent par exemple chez Louis Vuitton ont normalement aussi accès aux ventes de Dior et aux ventes de toutes les autres marques de ce groupe. En l'occurrence, quand tu travailles chez Chanel, tu as donc accès aux ventes privées du personnel. Elle explique que dans ces ventes privées, c'est hyper avantageux parce que forcément, tu trouves les articles au prix de confection. Par exemple, un sac classique qui fait presque 9000 € en retail coûte là-bas entre 900 et 1000 €. Ça leur permet de faire moins de soldes en fait. C'est comme ça qu'ils réussissent à écouler les articles invendus sans solder. Elle nous explique donc que les ventes privées sont très prisées chez Chanel, que c'est toujours la guerre. Il y a plein d'articles à acheter, mais que forcément, comme tout privilège, il y a pas mal de règles à respecter, dont la règle la plus importante, ne pas revendre les articles, c'est complètement interdit. Elle nous explique cependant qu'une de ses collègues assez maline avait réussi à s'organiser tout un business en participant justement aux ventes privées du personnel. Moi, dans les ventes privées où j'allais, on avait droit à 10 articles. Donc chez Chanel, elle nous a pas précisé, je pense que ça doit être un peu le même délire, t'as droit à 10 articles. Donc elle nous explique qu'une de ses collègues, elle avait un petit peu compris comment ça fonctionnait et elle a essayé justement de saisir une opportunité puisque les salaires sont pas forcément plus élevés que dans d'autres secteurs chez Chanel. Elle explique que sa collègue, elle avait clairement créé une boutique en ligne sur internet où elle revendait les articles de vente privée. C'était pas avec son nom, c'était pas avec son identité et qu'elle s'était créé comme ça un business parallèle et que pendant presque un an, elle réussissait à écouler tout ce qu'elle vendait et elle faisait des bénéfices énormes. Parce que je vous le dis clairement, si t'achètes un sac classique à 1000 € dans ce type de vente, comme c'est pas un sac qui a une boîte, etc., même si elle le revend à 4000, 5000, elle s'est quand même fait 3000 € de bénéfices. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énormissime, comment on se fait une petite fortune avec ce petit business. Donc elle nous explique que sa collègue commence à faire cette petite vente. Au début, elle est très discrète, elle en parle à personne, mais comme quasiment toutes les personnes qui font ce type de magouille, bah forcément, la personne devient fière de son business et commence à en parler librement. Et en fait, elle commençait de plus en plus à en parler autour d'elle aux mauvaises personnes, puisque les collègues ne sont pas les amis. Et elle explique qu'un jour, sa collègue s'est fait convoquer par la direction pour justement discuter de son business parallèle. En fait, le siège avait trouvé sa fameuse boutique en ligne et qu'elle a été tout simplement renvoyée, alors que ça faisait des années qu'elle travaillait là-bas, tout en sachant qu'elle explique que sa collègue, quand elle est sortie du bureau de convocation de Chanel, elle est ressortie avec un grand sourire en expliquant qu'elle avait fait tellement de bénéfices que c'était pas un problème pour elle et qu'elle allait monter son propre business une fois qu'elle serait sortie de Chanel. Donc pour elle, c'était un mal pour un bien, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper comique quoi, que des employés réussissent à passer entre les mailles du filet comme ça. En tout cas, ce n'est pas à reproduire. S'il y a d'autres conseillers de vente qui regardent ces vidéos, toutes boutiques confondues, c'est pas à reproduire, sauf si vous n'avez pas peur de vous faire envoyer.
Dernière histoire, c'est celle de Thomas, et Thomas nous explique qu'il travaille pour une très grande joaillerie de luxe et il nous raconte donc l'expérience qui l'a le plus marqué. Il nous explique que pour la maison de joaillerie dans laquelle il travaille, ça arrive très souvent que des bijoux soient donnés ou même prêtés à des célébrités, mais généralement c'est la marque qui décide ou c'est l'agent de la célébrité qui va appeler le service presse de la maison, etc. pour organiser le prêt ou le gift en fait. Il nous explique tout simplement qu'ils reçoivent un coup de fil à sa boutique leur expliquant que le lendemain ou quelques jours après, ils vont recevoir ce mannequin vedette, donc il faudra penser soit à ouvrir la pièce VIP, soit à privatiser la boutique pour que cette personne puisse passer inaperçue dans la boutique. Par contre, il explique que pour le coup, cette fois-ci, il n'y avait absolument rien de prévu avec la célébrité. Il nous précise que c'est quand même un mannequin qui est très célèbre, mais qui est connu pour avoir certaines addictions. Comme c'était un jour où il y avait pas mal de monde, ils n'avaient pas privatisé la boutique, mais ils avaient privatisé une certaine partie de la boutique qui était quand même un très grand salon VIP pour que cette célébrité puisse faire son petit shopping tranquille. Thomas nous explique que quand c'est comme ça, généralement ils sont plusieurs à s'occuper de la célébrité, donc il y avait plusieurs conseillers de vente, il y avait aussi le responsable de boutique et qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes pour s'occuper d'elle. Il explique que c'était une célébrité qui restait quand même assez froide, qui lui avait préparé une sélection de bijoux, colliers, etc. Elle a essayé plusieurs choses et un truc qui l'a frappé, c'est qu'elle avait ses lunettes de soleil pendant tout le temps où elle était en train de faire ses essayages, qu'elle ne les a jamais enlevées, qu'elle passait par son assistante, qu'elle était un peu diva. Ça, c'est juste un petit détail qui nous donne comme ça. Après environ 2 heures dans la boutique un peu flânée, finalement elle est repartie sans rien acheter, sauf que à son départ, avec les équipes, ils constatent qu'il manque un certain bijou. Parmi la parure que Thomas et les équipes avaient préparée pour elle, il y avait également une bague qui valait quand même un certain prix et elle était introuvable à ce moment-là. Donc il explique qu'à ce moment c'est un peu la panique, mais comme ce sont des boutiques qui sont très sécurisées, forcément ils verront sur les caméras de surveillance qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, ils imaginent juste qu'il a dû y avoir un vol. En tout cas, avec les caméras de surveillance, ils pourront voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour voir les caméras de surveillance, c'est pas forcément le jour même en fait, il y a un petit temps, il y a un petit délai, 2-3 jours après, ils reçoivent le fameux film de ce qui s'est passé et ils constatent donc que c'est la célébrité en question qui est repartie avec la bague à son doigt. Il explique tout simplement qu'on ne voit à aucun moment la célébrité en question enlever la bague. Comme elle avait un grand manteau, bah forcément quand elle faisait ses mouvements, ils n'ont pas forcément vu. Ça leur a échappé et Thomas avoue que quand c'est une célébrité, c'est vrai que le protocole n'est pas le même puisque c'est pas des gens qui soupçonnent de voler. Ils peuvent demander un prêt de bijoux, qu'on leur offre certaines choses, donc il a pas trop compris. Thomas explique que son responsable et le reste de la boutique, ils contactent directement le siège pour leur faire part de la situation, comment ça se passait tout, puisque c'est quand même une personnalité. Comme j'ai dit, on parle pas d'une petite starlette, on parle d'une star internationale. Donc à ce moment, ils se disent clairement que c'est un oubli. Ils se disent bon bah elle a oublié, en fait elle l'avait au doigt, elle l'a oublié. Mais ils trouvent ça quand même bizarre que 2-3 jours après, ils aient pas reçu de coup de téléphone disant bah j'ai oublié la bague, je vous la ramène. Donc ils laissent un peu le siège voir comment contacter cette personne sans la froisser. Thomas explique que le siège revient vers eux quelques temps après et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune réponse. Thomas raconte que avant de saisir la justice, puisque c'est quand même une personnalité, ils ont tenu à lui envoyer un extrait de la vidéo en lui expliquant que malheureusement, si elle ne rendait pas la bague en question, ils allaient devoir faire un procès et du coup quand tu fais un procès, l'affaire devient publique et ça aurait été drôle de voir telle célébrité a volé telle boutique de luxe. Thomas explique que c'est seulement quand elle a reçu l'extrait de la vidéo qu'elle a expliqué qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait retrouvé la bague, qu'en enlevant son manteau, elle était restée accrochée dans son manteau et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas du tout vu qu'elle était partie avec la bague. Comme par hasard, juste après avoir reçu les rushs. Thomas finit son histoire en me disant que pour lui, c'était clairement un vol puisque l'histoire paraissait un peu bizarre, le fait que la personne soit injoignable, qu'il y ait zéro retour, etc. Et que jusqu'à maintenant, il n'en revient pas et que quand il regarde les défilés, les tapis rouges, etc., il se pose énormément de questions sur qu'est-ce qui est passé dans la tête de cette célébrité pour voler une maison de luxe alors qu'elle est clairement millionnaire. Du coup voilà les amis, c'était la toute dernière histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus plu. Si tu travailles en boutique de luxe ou si tu es conseiller de vente ou que tu travailles dans n'importe quel secteur du luxe et que tu veux me raconter à ton tour tes petites histoires, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM aussi, comme ça tu pourras apparaître peut-être dans la prochaine vidéo. En tous les cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.